Bonjour à tout le monde et merci de vous connecter dans ce 4e épisode de notre CTI Week. Je pense qu'il faut que tu reprennes la main, Sébastien. Je crois Je pense qu'on a eu un petit souci. On a perdu Guillaume. Bonjour à tous, en tout cas. Oui, le webinaire va commencer comme. Désolé à tout le monde, j'ai eu voilà. un petit problème de connexion. Donc, je vous disais bonjour et bienvenue à tout le monde pour ce 4e épisode de notre CTI Week, le dernier de la semaine. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour leur premier webinaire et puis bienvenue à tous ceux qu'on a déjà eus dans nos précédents épisodes de lundi, mardi et mercredi. Donc aujourd'hui, le focus, ça sera d'écouter notre équipe audit, retour finalement de ce qu'ils ont le plus exploité dans l'ensemble de leur test d'intrusion sur 2022, puis en tirer un peu quelques conclusions. Et donc, je vais vous présenter tout de suite les personnes avec qui j'ai l'honneur de pouvoir co-hoster ce webinaire. Donc, on a Sébastien Calba, collaborateur chez Advance, donc qui est le directeur adjoint de la partie audit, qui nous fera un retour effectivement sur l'ensemble des TI qu'ils ont réalisés en 2022, ce qu'il faut en retenir. On a la grande chance aussi d'accueillir Jean-Éric Lacotte avec nous, qui est le RSSI industriel de Yara Europe. Et ça nous permet effectivement, dans le cadre de ce webinaire, de faire un focus sur les environnements OT ou industriels, parce que ça devient un sujet de plus en plus important, que ce soit sur la partie audit, sur la partie SOC, et puis sur finalement comment appréhender la cyber dans ces sujets qui sont peut-être encore un peu nouveaux pour un certain nombre d'entre vous et de nous. Voilà, messieurs, je vous donne la main. Je reviendrai à la fin pour un peu conclure et vous donner d'autres éléments de partage qu'on a aussi à vous proposer. Donc, Sébastien, le micro est à toi. Merci Guillaume, bonjour à tous. Alors, donc effectivement, on souhaitait, au travers de ce dernier webinaire, vous parler un petit peu plutôt de la vue côté attaque. Donc, chez Advance, c'est l'équipe Red Team qui réalise finalement ce type de prestation où le but, c'est un peu de se mettre dans la peau d'un attaquant pour challenger justement la défense, le périmètre et anticiper finalement une attaque. Et ce qu'on constate, vous avez pu le voir dans les précédents webinaires, c'est que alors effectivement, les sociétés évoquent moins d'attaques, mais pour autant, on constate qu'il y en a de plus en plus et surtout des attaques plus complexes et plus furtives. On est moins finalement sur des attaques massives sur une bonne partie de nos clients, mais vraiment des choses assez pointues qui sont remontées par notre équipe CISERT. Et ce qu'on souhaitait un peu évoquer au travers de ce webinaire, c'est de savoir comment s'y préparer à ce type d'attaque. Forcément, il y a beaucoup d'outils qui existent pour avoir une approche automatisée. Donc, c'est économique et ça permet de couvrir un large périmètre. Maintenant, c'est vrai que ça couvre qu'une petite partie des types d'attaques et ça ne couvre pas justement ces attaques qui sont plus complexes et furtives menées par aujourd'hui les groupes d'attaquants. On a notamment du coup cette approche Red Team, voire Purple Team, on y reviendra après, qui permet justement de rejouer ces scénarios d'attaque comme le font vraiment les attaquants. On va pouvoir après évoquer différents environnements à cibler, à tester. Donc, dans cette présentation, on a voulu d'abord parler surtout de la partie IT et un périmètre qui est de plus en plus ciblé, c'est les environnements industriels, donc la partie plus OT. On a également aujourd'hui la partie cloud qui est aujourd'hui présente quasiment dans toutes les entreprises. Ça sera l'objet peut-être d'un autre webinaire dans un second temps. Ça fera un peu court d'en parler en une heure. Alors, avant de rentrer dans le détail sur justement les vulnérabilités qu'on peut trouver dans le cadre de nos audits, je voulais juste passer quelques minutes sur l'utilité d'une prestation Red Team, donc une prestation vraiment dite de test d'intrusion.
l'avantage, en tout cas, c'est qu'on va vraiment, dans le cadre de ce type de prestation, être au plus près d'un cas réel d'intrusion, c'est-à-dire qu'on va s'informer sur concrètement quels sont les types d'attaquants qui mènent donc des campagnes sur l'entité ciblée, donc notre client. On va s'informer notamment grâce à l'équipe de Fabien avec qui vous avez pu voir les webinars cette semaine, donc l'équipe CTI, qui vont donner cette connaissance de concrètement, par exemple, on audite une banque, quels sont les attaquants concrètement et quel type d'attaque ils mènent. Par exemple, sur les banques, on a affaire à des groupes d'attaquants qui sont dans la Corée du Nord, par exemple. Donc, on a des attaques bien précises. Et c'est notamment le Mitre Attack qui nous aide aussi sur le type d'attaque qu'on va mener. Donc, on est vraiment sur des scénarios réalistes. On va aussi utiliser tous les éléments que le client a déjà va pouvoir nous donner, les éléments métiers sur quels sont concrètement ces événements redoutés, qu'est-ce qui craint, qu'est-ce qui l'empêcherait de dormir si jamais cet événement-là se déroulait. Et nous, on va avoir, du coup, de ce fait-là, on va pouvoir orienter nos tests, mieux cibler et être concrètement sur ce qui pourrait faire mal. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'utilité d'une prestation Red Team. Sur la démarche aussi, elle va être manuelle et de ce fait-là aussi, on va pouvoir être plus furtif. Donc pour le coup, c'est intéressant pour challenger la défense. On va pouvoir placer un curseur. Si c'est le premier audit, la première démarche Red Team, on ne va pas forcément être le plus furtif possible. On va plutôt essayer d'avoir un regard complet sur le périmètre et être peut-être un peu plus bruyant. Par contre, quand l'exercice est déjà rodé, c'est l'avantage de ce type de prestation qui est vraiment réalisé de manière manuelle, c'est d'être furtif, de prendre notre temps, d'être discret, d'étaler la prestation peut-être sur plusieurs mois et de voir si côté défense, on est ciblé, on est identifié et bloqué. Donc ça aussi, c'est un des avantages. L'approche manuelle, pour moi, qui est vraiment importante, c'est aussi que les auditeurs, les pentesters qui réalisent ce type de prestations ont vraiment une compétence. Ils ne vont pas lancer des gros outils sans comprendre ce qui se passe derrière. On est vraiment sur des attaques bien ciblées, manuelles. Ils doivent savoir exactement qu'est-ce qui est envoyé vers les actifs de notre client. Et de ce fait-là, il y a un risque plus limité, en tout cas, d'indisponibilité. L'objectif, c'est de ne provoquer aucune perturbation du service, en tout cas, de nos clients. Donc ça, c'est un point important sur lequel vous devez assister également auprès de vos prestataires. L'approche manuelle aura toujours un sens, en tout cas, pour limiter les impacts sur votre production. Et ce qui regroupe en tout cas l'ensemble, pour moi, des points, c'est vraiment cette approche pragmatique, dans le sens où on ne va pas vous, derrière, donner un rapport qui contiendra un ensemble de vulnérabilités classées par notamment le CVSS. On est vraiment sur quelque chose de concret. Vous dire, voilà, ces failles-là, combinées, nous ont permis d'accéder à telle information sensible chez vous, de comprendre les impacts derrière chaque vulnérabilité. On ne va pas juste dire c'est une vulnérabilité critique, oui, mais c'est un serveur finalement isolé où il n'y a aucune information sensible, donc ça n'a peu d'intérêt finalement de corriger tout de suite. Par contre, ces vulnérabilités-là qui sont peut-être un peu plus faibles, mais combinées peuvent permettre d'accéder à de l'information sensible. Là, ces points-là devront être corrigés en priorité. Donc, ça va permettre finalement de prioriser le plan d'action en fonction des impacts de chacune des vulnérabilités. Et également d'avoir une vue sous forme d'arbre d'attaque, de se dire, voilà, j'ai utilisé ces vulnérabilités-là pour arriver à cet impact. Ça va permettre aussi très rapidement de se dire, si je corrige d'abord cette vulnérabilité que vous avez exploitée en premier, vous êtes bloqué pour la suite. Donc, c'est ça aussi, cette prise de recul qui est intéressante sur cette démarche manuelle. Alors, pour rapidement commencer sur l'environnement plus IT, de ce que nous avons découvert en 2022. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, sur 2022, nous avons réalisé plus de 700 prestations d'audit. Sur ces 700, il y a un quart finalement de prestations qui étaient demandées spécifiquement sur tester un environnement bureautique classique en interne, donc le fameux test d'intrusion interne, et qui avait forcément pour objectif de compromettre le système d'information, les applications métiers, et voir concrètement derrière qu'est-ce qu'on peut obtenir derrière. Souvent,
ça se limite également, il y a une grosse partie qui a pour objectif de cibler l'Active Directory, l'annuaire, qui est l'un des éléments les plus sensibles. Donc, je voulais très rapidement vous faire un retour sur ce qui aujourd'hui marche dans le cadre de ces auditeurs a le plus fonctionné. Avant de rentrer plus sur les failles, on va dire, techniques, déjà un premier point sur comment rentrer sur ce système d'information. Je voulais d'abord parler sur la partie intrusion physique qui aujourd'hui marche vraiment quasiment systématiquement. C'est impressionnant aujourd'hui les informations qu'on peut récupérer sur Internet. Donc, on parle de technique d'OSINT. Il y a vraiment de plus en plus de choses qui sont diffusées sur Internet par les collaborateurs directement, mais également, on va le voir, par des services. On a des informations très intéressantes qui sont des fois données par le service marketing dans le cadre de vidéos promotionnelles. Sur des badges, sur des systèmes. On filme l'accueil, on voit tel système. Donc, toutes ces choses-là, pour un attaquant qui n'a même pas besoin de se déplacer, sont hyper intéressantes. On a eu aussi des fois affaire à des rapports confidentiels qui sont montrés très rapidement, mais qu'on peut voir avec la qualité de la vidéo, avec récupérer même des signatures de hauts responsables. Donc ça, c'est des choses concrètes qu'on a pu avoir. Et toutes ces choses-là vont nous permettre après de faire des scénarios bien précis de phishing, forcément, mais également pour l'intrusion physique dont je parlais, de pouvoir se faire passer pour un faux prestataire, savoir que s'il y a tel prestataire qui travaille avec notre société, la société cible, on va pouvoir adapter en tout cas nos scénarios et rentrer finalement. Ce qui marche le mieux, c'est forcément soit de rentrer quand tout le monde arrive le matin ou également un moment entre midi et 2 quand c'est un peu plus calme. C'est des moments généralement qui marchent bien. Également la copie des badges, puisqu'on retrouve quasiment systématiquement des badges qui traînent. Et également, quand on passe au midi, il y a le personnel de nettoyage qui laisse des badges. C'est souvent des badges qui ont accès à toutes les salles. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive facilement à retrouver. Donc voilà, c'était la petite aparté sur la partie physique et qui nous permet à un moment ou à un autre, en tout cas, d'accéder à un point interne sur le SI, de brancher rapidement un équipement 4G et de poursuivre nos tests à distance. Donc ça, c'est une des manières qui est vraiment très ciblée. Après, à partir d'Internet, comme je l'évoquais, donc les campagnes de phishing, malheureusement, marchent encore souvent. Les comptes utilisateurs, prestataires qui sont encore faibles ou qui sont diffusés dans des bases, donc dans des leaks, des fuites de bases de données. Ou encore l'exploitation finalement de vulnérabilités sur les actifs exposés, comme les défauts de mise à jour. Encore récemment, on en a entendu parler sur Microsoft. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être exploitées rapidement depuis Internet. Une fois qu'on est sur le SI interne de nos clients, ce qui marche malheureusement encore souvent, c'est les attaques dites par man in the middle, de pouvoir en tout cas usurper des services de résolution. Donc là également, ça nous permet très rapidement en tout cas d'obtenir des identifiants en se faisant passer en tout cas pour un service par exemple DNS, de récupérer en tout cas des requêtes qui contiennent des identifiants. Les mots de passe faibles en interne qui sont encore souvent présents, des mots de passe par défaut, et tout ce qui est défaut de mise à jour également, qui est compliqué en tout cas de tenir un parc entièrement à jour. Donc il y a toujours les dernières failles qui sont présentes. Sur la partie élévation de privilèges, alors là on est plus sur des pratiques de la part des administrateurs. Alors il y a ce qu'on trouve encore, c'est malheureusement les comptes administrateurs locaux des postes et serveurs qui sont les mêmes. Donc on va le voir après, mais on utilise, c'est pas systématiquement, on n'utilise pas systématiquement l'APS par exemple, pour avoir vraiment des mots de passe durcis au niveau des comptes administrateurs locaux. Donc là-dessus, on a ces pratiques-là. On a également les comptes administrateurs du domaine utilisés par donc, les admins sur différents serveurs, sur différents postes. Et forcément, si à un moment ou à un autre, on arrive à compromettre un poste ou un serveur, on peut aller récupérer en mémoire les comptes.
Et donc, si un administrateur s'est connecté avec son compte administrateur du domaine, on peut le récupérer et après s'authentifier sur d'autres périmètres plus larges. Les défauts de mise à jour, donc ça j'en avais parlé. Les attaques également au niveau des défauts de configuration, ce qui marche très bien dans nos audits, c'est tout ce qui est autour de Kerberos. Et donc l'attaque Kerberosting. Donc là où justement on va pouvoir récupérer très rapidement des comptes donc des défauts au niveau des comptes de service Kerberos. Donc là, pareil, vu que ça touche la partie identifiant, identification, on arrive à récupérer tout de suite des privilèges assez hauts sur le domaine. Également la partie ADCS avec l'attaque Petit Potam, je pense que vous avez peut-être entendu parler, mais qui marche très bien. Donc c'est la partie gestion de clés de l'annuaire AD. Donc ça aussi c'est une attaque qui marche très bien, et également tout ce qui touche autour de NTLM avec des protocoles qui sont encore exploités puisqu'on est sur une utilisation de protocoles faibles. Donc là également sur ce point-là. Une fois qu'on a généralement, globalement sur toutes nos prestations de tests d'intrusion en interne directement, globalement sur une journée, on a réussi à être à ce niveau-là, de pouvoir récupérer à un moment ou à un autre un compte et élever nos privilèges sur le système d'information. Et une fois qu'on a ces accès-là, on peut rebondir forcément sur les points qui font mal, les points critiques. Donc tout ce qui est on se connecte notamment sur les postes des administrateurs qui malheureusement encore aujourd'hui détiennent des fichiers Excel avec des mots de passe, où on utilise des solutions qui passent, mais on récupère facilement le mot de passe directement sur le poste. De manière générale, après, une fois que on peut rebondir sur l'ensemble des systèmes, les hyperviseurs ou autres. Alors, une fois qu'on a ces accès-là, ce qu'on met en avant généralement, c'est l'accès à des données confidentielles stratégiques, donc personnelles. C'est vraiment ce qui est demandé en priorité, d'accéder à ces données confidentielles pour vraiment faire prendre conscience que ce n'est pas juste une attaque technique, mais que derrière, elle peut permettre de remonter des informations sensibles. Donc, c'est la première chose que l'on fait. C'est également ce que font les attaquants concrètement aujourd'hui. Vous le voyez dans les attaques ransomware. Et on en entend parler malheureusement encore aujourd'hui à Lille avec la mairie, c'est ce vol de données qui est utilisé aussi sous forme de chantage pour pouvoir après les publier si le ransomware, si la victime ne paye pas son ransomware, sa rançon. Donc il y a cette partie-là qui est souvent demandée et qu'on arrive très rapidement à identifier, notamment avec aujourd'hui les partages type SharePoint. On arrive facilement à identifier là où sont les données stratégiques. Le risque d'indisponibilité complète du SI, forcément, si on a accès à l'annuaire et au compte administrateur du domaine, on peut provoquer des fortes perturbations. Et ce qui nous est demandé également, c'est de savoir si on peut accéder du coup aux sauvegardes pour voir si un ransomware pourrait justement détruire entièrement le SI. Donc ça, c'est des choses concrètement qu'on arrive à voir aujourd'hui en tout cas. Un autre point qui marche encore, qu'on arrive à identifier aujourd'hui, c'est tout ce qui va être notamment chez les éditeurs de solutions logicielles, notamment en mode DevOps, avec la chaîne d'intégration et de diffusion, qui permet vraiment aux développeurs de pousser leur logiciel, leur code et le mettre en production très rapidement. Donc cette partie-là, aujourd'hui, on trouve encore finalement des comptes par défaut, on arrive facilement en tout cas à compromettre cette chaîne-là. Et les conséquences, pour le coup, sont assez importantes, puisque vu que le logiciel peut être déployé directement après soit sur un parc, soit chez des clients, on peut répliquer finalement une attaque, on peut trouver une porte d'entrée sur de nombreux périmètres. Et le quatrième point, c'est un lien justement avec la présentation qu'on va faire juste après, qui est de plus en plus demandé par nos clients et malheureusement, on arrive encore à prouver, c'est le rebond depuis la partie IT sur les environnements de production de systèmes industriels. Alors, très rapidement, comment s'en prémunir
avant de passer sur la partie outil. Alors, j'ai redécoupé finalement par rapport au schéma d'attaque que je vous ai présenté juste avant. Alors, sur la partie physique, il y a le premier point que je voulais quand même évoquer avec vous, c'est la partie sensibilisation du personnel, d'avoir des procédures d'entrée-sortie. Ça paraît évident, mais aujourd'hui, malheureusement, on constate que ça ne suffit pas. Donc, il y a vraiment le bon respect, en tout cas, de bien prendre en charge toute personne de son arrivée à sa sortie, de contrôler ce que je disais tout à l'heure. Je pensais à la partie marketing, mais en tout cas de bien surveiller également toute communication externe qui est faite. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux également, c'est très présent. Donc, surveiller en tout cas les informations qui sont divulguées concernant votre société. Sur place, concrètement, ce qui pourrait nous bloquer, c'est d'avoir des badges, en tout cas, qui soient robustes. Avec ça, vous pouvez le voir très facilement sur savoir s'il y a des vulnérabilités qui affectent le système que vous utilisez. Il faut savoir que les systèmes sont très connus, ceux qui sont vulnérables et qui permettent une copie très rapide, en tout cas, du badge. Et alors, c'est quelque chose de plus compliqué à mettre en place, mais en tout cas, sur un projet à long terme, ça a vraiment du sens, c'est de mettre du NAC, en tout cas. Et aussi, ce qui nous bloque des fois, c'est tout bête, mais de simplement bloquer les prises Ethernet qui sont dans des salles de réunion par défaut. En tout cas, d'avoir ce contrôle puisque on pense également à un entretien d'embauche. On a déjà fait ce scénario-là de se faire passer pour un faux candidat. Si on laisse tout seul un candidat quelques minutes, le temps d'aller chercher de lui proposer un café, s'il y a une prise qui est disponible, c'est toujours une occasion de brancher un équipement et de revenir plus tard. Donc, c'est vraiment de contrôler en tout cas tous les points d'entrée sur le système d'information. Sur la partie externe, ce qui nous a bloqué cette année, on s'est retrouvé avec des clients qui avaient mis l'authentification via carte à puce sur les postes. Donc, même à distance, finalement, on ne pouvait pas se connecter, utiliser les comptes qu'on aurait pu récupérer via du phishing sans avoir la carte à puce de nos victimes, entre guillemets. La partie également, ou un certificat, en tout cas de la double authentification. Donc ça, c'est un point qui nous bloque. Et les filtrages aussi des interfaces sensibles. Récemment, on a été bloqué sur les interfaces cloud O365 où le client avait mis du filtrage. Là aussi, on a beau récupérer des identifiants, si on n'a pas la double authentification plus l'accès derrière, on est bloqué. Donc ça, c'est sur l'accès au système d'information. Après, j'ai listé d'autres points sur la partie plus une fois qu'on est sur le système pour avoir un accès. Donc, j'évoquais tout à l'heure les attaques man in the middle, rejeu de requêtes. Donc, il y a tout ce qui est d'activer des points de configuration. Donc, sur les sessions signature des sessions SMB, LDAP, les EDR qui, quand c'est bien configuré, comme l'a évoqué Fabien encore avant-hier, ça permet de bloquer les attaques classiques et donc ça fait perdre du temps à l'attaquant, à l'auditeur, et ça permet justement progressivement d'être détecté par la blue team. Donc c'est une bonne solution en tout cas qui nous bloque. Alors forcément, des fois, on arrive à passer parce qu'un équipement n'était pas équipé d'un EDR. Forcément, on va chercher ce point d'entrée-là, mais en tout cas, sur les périmètres où il y a un EDR qui est bien configuré, souvent, on est bloqué. La politique de mot de passe, on est sur des choses classiques, les durcissements des postes et des serveurs. C'est les attaques que je vais évoquer tout à l'heure avec des configurations encore faibles qui ont été identifiées. Sur l'élévation de privilèges, toujours le DR qui bloque aussi les tentatives d'élévation de privilèges. L'APS, je l'évoquais tout à l'heure pour tout ce qui est de ne pas avoir le même mot de passe d'administrateur local sur chaque poste. Un gros point aussi de vigilance aujourd'hui qu'on recommande sur la partie AD pour sécuriser en tout cas cet environnement-là. Donc ça passe vraiment par une revue. L'ANSSI a fait des très bons guides à ce niveau-là. Il y a également des outils qui vous permettent de mesurer le niveau de sécurité de votre AD. Donc, on conseille en tout cas vraiment de consacrer un peu d'énergie sur cette partie-là. Les comptes à privilèges, donc on a évoqué à la fois d'avoir des mots de passe robustes, mais également dans les utilisations de ces comptes, de ne pas
que ça ne soit pas un compte qui soit utilisé directement sur le poste en local par les administrateurs qui ne se connectent, que ce soit des comptes par périmètre et de limiter au maximum la création de comptes administrateurs du domaine. Voilà, c'est toutes ces pratiques-là qui est recommandé, en tout cas pour limiter le vol de ces comptes à haut privilège. Et la politique de patch management, ça c'est pareil, on est sur des classiques. Sur le rebond après, une fois qu'on a récupéré ces comptes, c'est surtout de privilégier la mise en place de bastions d'administration. On l'a répété plusieurs fois également cette semaine dans les webinaires, c'est tout ce qui est aussi le tiering model, le modèle d'administration en tiers de confiance, qui permet également de limiter, en tout cas de cloisonner, de limiter nos attaques en tout cas. Et le cloisonnement réseau, qui va être un point aussi abordé sur la partie OT, qui, comme toujours, si on est cloisonné sur un environnement, on est bloqué dans nos attaques et plus facilement détectable. Et juste un dernier point avant de parler plus industriel, je voulais aussi vous inviter, alors une fois que vous avez déjà mené un premier exercice, que vous commencez un petit peu à maîtriser vos faiblesses techniques, on va dire, et que vous avez pu les corriger, c'est de passer sur un mode au-dessus, on va dire, c'est d'aller challenger plus vos mécanismes de détection et votre équipe de détection, qu'elles soient en interne ou en externe, au travers d'exercices Purple Team. Alors, encore une autre couleur, mais on vient finalement travailler, donc il y a les rouges, donc côté Red Team, l'attaque qui va travailler directement avec la Blue Team, donc la défense. Le but, c'est donc toujours de rejouer en tout cas des scénarios réalistes, d'être vraiment sur quelque chose, des attaques similaires à ce que font les groupes d'attaquants aujourd'hui, et d'aller challenger le plan de surveillance, de voir si les équipes de Blue Team nous détectent, de pouvoir voir aussi, une fois qu'elles nous ont détecté, c'est pas suffisant, c'est aussi de savoir si elles nous bloquent et si elles nous repoussent. Une petite anecdote que récemment on a pu avoir, c'est que l'équipe Blue Team a réussi à bloquer notre attaque, nous rejeter finalement du réseau filaire. Et l'auditeur finalement a réussi à se reconnecter directement via un compte légitime sur le Wi-Fi, et il a pu continuer ses tests. Donc, et côté défense, on pensait que l'attaque était stoppée, sauf qu'elle continuait tranquillement. Donc ça, c'est de mesurer tout ça, de mesurer la détection et la réaction surtout derrière, et de s'assurer que on est correctement sorti et bloqué le plus tôt possible. Donc ça va permettre vraiment, en tout cas, cet exercice-là à la fin d'échanger avec entre les deux équipes, de regarder ce qui n'a pas été détecté et d'améliorer les règles de détection derrière. Donc, c'est vraiment un travail main dans la main, et de pas se limiter uniquement à la correction purement des failles, mais aussi de regarder comment on peut détecter, anticiper l'exploitation de vulnérabilité. S'il n'y a pas de questions, je propose de continuer sur la partie OT avec Jean-Éric, justement. Bonjour. Alors moi, j'ai une question pour toi, justement. Je me demandais si dans vos pentests ou exercices Purple Exercise, est-ce que vous aviez utilisé les bases documentaires trouvées sur les réseaux? Tout ce qui est leak, tu veux dire, notamment? Oui, c'est-à-dire que ce que je pense, c'est parce qu'on va en reparler un peu plus tard sur la partie OT, mais souvent, dans la partie OT, on a des docs techniques, et c'est vrai qu'il est, régulièrement, on peut trouver là-dedans, je dirais, les mots de passe, natifs, et qui peuvent aider, et parfois ces mots de passe d'un site à l'autre, on a juste changé, sur une partie du mot de passe, on a changé, juste le nom du site. Et ma deuxième question, c'est les réseaux sociaux et principalement WhatsApp. Est-ce que vous avez pu utiliser ces outils-là? Alors, sur du coup, la première question, alors effectivement, je t'accorde, c'est vraiment sur la partie industrielle où, pour le coup, la doc technique est indispensable. Et de toute façon, dès qu'en fait un auditeur trouve une solution face à lui, il regarde toujours, il y a cette recherche en fait pour comprendre, parce que des fois on est sur des solutions open source où on a déjà des informations qui sont disponibles sur Internet, des chemins d'accès, des interfaces d'administration par exemple. Donc toute cette recherche effectivement est faite en direct par les auditeurs. Et au-delà de ça,
alors, c'est plus par rapport à ta deuxième question que je pensais à ça. WhatsApp. Par rapport à WhatsApp, alors on recherche, oui, alors sur l'ensemble des réseaux. Alors, pas forcément WhatsApp à ma connaissance, mais d'autres réseaux et également via notre équipe CTI qui nous donne des informations sur les réseaux. On a eu sur des forums, par exemple, je vous donne un exemple qui est récent, c'est pour ça que je pensais à ça, où c'était plus un développeur qui demandait de l'aide sur un script. Il était bloqué, ça a provoqué un message d'erreur et en fait il a laissé son script Python brut et il y avait dedans des identifiants d'accès en interne. Donc ça, c'est des choses que malheureusement on trouve encore et c'est pour dire c'est là aussi qu'on retrouve et ça c'est sur tous les réseaux sociaux qu'on peut retrouver ce type de maladresse, on va dire. Donc effectivement, on recherche, et donc c'est sur la phase en amont, la phase d'OSINT que j'évoquais, qui est faite systématiquement en amont de tout test d'intrusion, ou red team en tout cas, dans ce sens-là. Tu as besoin de... Est-ce que tu as d'autres Non, c'est clair. questions, Non, c'est clair, on en parlera un peu plus tard aussi, puisque j'ai eu la chance de faire les deux cas, un pentest et un purple exercise, et c'était effectivement très intéressant, et ça nous amènera effectivement à parler comment on peut gérer un audit sur la partie OT, et ça te permet comme ça d'introduire le sujet. Parfait, merci beaucoup Jean-Éric. Effectivement, on voulait, l'heure passe vite, mais on voulait plus axer cette présentation sur la partie industrielle. Pour vous dire pareil, un petit chiffre, côté Advance en 2022, nous avons réalisé, ça représente à peu près 600 jours d'audit sur la partie industrielle. Ça a vraiment en explosion, en tout cas en termes de demande d'audit, et je dis bien de demande, hein, c'est vraiment, il y a encore quelques années, c'était plus à nous et nos auditeurs, parce que c'est des audits qu'ils adorent, d'aller chercher, d'aller prospecter. Aujourd'hui, il y a vraiment une vraie demande, une demande qui vient de plusieurs facteurs, hein. Pendant le Covid, on voit vraiment qu'il y a un changement, qu'il y a eu des attaques qui ont plus marqué les esprits, bien que, on va revenir, il y a une dizaine d'années, il y avait quand même une attaque Stuxnet qui a fait quand même beaucoup de bruit. Mais on va dire vraiment, en tout cas, nous, concrètement, en tant que prestataire de service, on l'a ressenti ces 3 dernières années où il y a vraiment une évolution. Et également, donc il y a l'aspect sensibilisation, où il y a une prise de conscience. Et il y a une prise de conscience également du coup des clients finaux qui vont challenger plus les fabricants de machines, les prestataires, donc il y a aussi une demande à ce niveau-là, et du coup les fabricants reviennent vers nous pour nous demander des audits, d'avoir un certificat pour rassurer leurs clients. Et également le dernier point là où on voit bien, c'est la réglementation, notamment la loi de programmation militaire, où on a des demandes d'audit qualifiées, notamment des gros OIV qui doivent se soumettre et faire un audit sur leurs environnements industriels. Donc c'est pour ça qu'on a différents types d'audits, à la fois sur des choses qui sont concrètes, comme des chaînes de production. Ça, forcément, les auditeurs apprécient bien, parce que c'est rendu concret. Donc on voit là vraiment les automates, leur action. Donc il y a la partie chaîne de production, tout ce qui est entrepôt, de ce classe. Beaucoup, ça concerne énormément de sociétés, même dans la distribution notamment. On a par exemple en exemple des clients qui nous demandent: est-ce que vous pouvez porter atteinte à ma chaîne du froid, puisque ça aurait des conséquences importantes pour moi. Donc voilà, c'est ce type d'audits qui sont menés sur les entrepôts. Et les sites industriels que j'évoquais, notamment, c'est au travers de plus la réglementation LPM, notamment, que nous avons pu auditer. Et très rapidement aussi, juste pour vous montrer un petit peu ce type d'environnement, c'est également les communautés urbaines qui nous sollicitent de plus en plus pour, finalement, eux aussi, ils ont beaucoup de sites industriels à gérer. Et ça va des choses qui nous concernent au quotidien, comme l'éclairage public, la signalisation tricolore, les stations d'épuration, qui pourraient avoir des conséquences énormes si jamais on altérait l'eau notamment. Les périphéries, la gestion en tout cas des tunnels, des périphériques, les transports publics également, qui sont soumis à la LPM, et tout ce qui va être GTB, GSTC pour la gestion des bâtiments.
Là-dessus, notamment, j'ai une petite pensée pour la mairie de Paris qui travaille énormément là-dessus, puisque avec les JO de Paris qui arrivent, il y a un gros focus notamment demandé par l'ANSSI. Donc ça va demander en tout cas beaucoup d'efforts de sécurisation, puisque forcément l'événement va être très médiatisé. Alors concrètement, justement, pour rentrer un peu plus dans les détails. Et Jean-Éric, là-dessus, n'hésite pas à donner ton œil, justement, parce que par rapport à ton passé, tu as beaucoup plus d'expérience terrain que moi. En tout cas, les points importants, je voulais simplement mettre en avant, c'est le fait que sur ces environnements-là, il n'y a pas de question, c'est que la disponibilité et l'intégrité est primordiale. Il faut que ça tourne, que ça soit pour des services vitaux ou tout simplement parce que ça a des conséquences financières énormes si jamais il y a un arrêt de production. Donc ça, c'est le premier point et qui, on va y venir juste après, qui a des conséquences aussi sur la réalisation d'audits et pourquoi au début ça a été compliqué de réaliser ces audits-là, puisqu'il y avait cette crainte en tout cas qu'il puisse avoir un impact sur la production. Sur le deuxième... Oui, juste effectivement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, disponibilité et intégrité, je dirais, pour moi, c'est... excusez-moi. Ce serait même disponibilité, et justement, ça fait écho à ce que tu viens de dire, à savoir que lorsqu'on a un audit, on n'a pas envie d'arrêter un site ou on n'a pas envie d'arrêter une ligne, quoi. Donc ça, c'est important. Et ce qui est intéressant aussi de voir sur je dirais, les spécificités de l'outil, c'est que les arrêts sont parfois rares, hein, voire même très rares, et c'est assez compliqué. Et on verra justement après pour tout ce qui est partie mise à jour et patching. Exactement. Donc ça, sur effectivement les contraintes de production. L'autre point également, c'est que on ne peut pas changer les équipements chaque année. C'est des équipements qui parfois sont assez âgés, qui ont plus de 15 ans d'existence. Donc déjà, à la base, il n'y a pas, si ce n'est pas des équipements qui ont été conçus pour être connectés, on a des équipements qui, finalement, une fois qu'ils sont installés, on n'y touche plus, puisque l'objectif, c'est qu'ils soient opérationnels. Donc, il n'y a plus de déploiement de mise à jour, comme tu évoquais, Jean-Éric, avant. Donc, une autre spécificité. Et également le fait qu'il y a des conséquences si jamais. Alors, il y a quand même énormément de mécanismes de sûreté sur ces équipements-là. C'est vraiment le point le plus important qui est géré. Il ne faut pas qu'il y ait de conséquences pour l'humain. Donc, forcément, en tout cas, on va y venir, mais avec les équipements qui aujourd'hui sont connectés, il y a toujours cette crainte, en tout cas, qu'il puisse avoir une conséquence sur directement les personnels sur place, mais également, comme je l'évoquais notamment tout à l'heure avec les stations de traitement des eaux, ça peut aussi avoir des impacts sur nous directement s'il y a des altérations à ce niveau-là. Si je peux rajouter dans les spécificités des environnements outils, Sébastien, je pense que ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces architectures, elles ne sont pas secure by design. Souvent, donc elles sont ouvertes à pas mal de vulnérabilités, avec des protocoles de de communication, pardon, très spécifiques. Une maturité qui ne ressemble en rien à celle de l'IT. Et juste pour faire écho à ce que tu viens de dire aussi, on parle souvent de cybersécurité et souvent les gens font une erreur entre security et safety, qui est quand même quelque chose de différent, hein, puisque la sécurité, la sûreté, c'est le safety. Et pourtant, c'est assez proche parce que, comme tu viens de le souligner, un incident cyber sur une chaîne ou sur un site industriel peut découler sur un risque majeur sur ce genre de site. Donc, on est différent et à la fois proche. Et donc, il faut être assez vigilant dans un environnement outil. Et c'est bien parce que du coup, tu as résumé un peu ce slide-là. Non, mais c'est très bien parce qu'en fait, c'était la lignée. Donc, c'était pour dire les spécificités de l'environnement et pourquoi un audit, justement, est complexe et ne peut pas être mené comme un simple test d'intrusion classique. Et ça demande de la prise de recul, de la compréhension des métiers, de ce qu'on est en train de toucher. Et donc il y a des équipements, on ne va pas lancer un scan de vulnérabilité sur un environnement on en reparlera de ça aussi, un NPAP. Voilà,
Mais en toute transparence, j'ai déjà eu des échanges avec des RSSI qui nous demandaient de cartographier très rapidement avec un Nmap C'est pas possible. le réseau industriel. Forcément, je pense que côté métier, ça allait moins plaire. Mais voilà, c'est prendre ce recul, c'est qu'on ne va pas pouvoir lancer nos outils traditionnels, qu'il va falloir être vraiment minutieux et que la démarche va être adaptée. On y reviendra juste après. Ça ne va pas du tout être le même mode opératoire. Les protocoles, tu en as parlé. Et le point important, c'est qui fait partie des préconisations, c'est ce cloisonnement réseau. On va dire que si l'auditeur ne maîtrise pas ce qu'il fait et que l'environnement est peu sécurisé et peu cloisonné, ça peut vite se propager et faire tout tomber. Donc il y a là pour le coup voilà, des conséquences qui peuvent être désastreuses derrière. Effectivement, on va éviter le Nmap et Nessus sur tous les équipes. Oui, tout à fait. Voilà également la démarche que j'évoquais. Côté voilà, bon, c'est côté Advance, hein, nos confrères, qui est également reconnu côté Annecy, c'est d'éviter effectivement ces démarches très intrusives, brutes, directes, comme je vous l'ai présenté juste avant, d'être plutôt dans une démarche dite boîte blanche, d'échange avec le métier, d'avoir cette première phase plus diagnostic maturité que je voulais évoquer, c'était d'avoir un échange au niveau organisationnel avec voilà, sur place, comment est gérée la sécurité, de faire déjà un premier bilan, un inventaire de ce qui est présent sur site, de se dire, tiens, voilà, c'est tel type d'équipement que vous utilisez, telle version. Donc, vous savez, avec cette démarche-là, on sait déjà un petit peu les vulnérabilités présentes. Il n'y a pas forcément besoin si on sait qu'il y a telle version de tel équipement, il n'y a pas besoin de lancer un scan de vulnérabilité pour retrouver les failles, puisqu'on sait déjà, finalement, par les travaux de recherche qu'il y a déjà des failles. Donc, c'est déjà de comprendre l'environnement. Et après, justement, on va pouvoir décliner des tests ou des audits bien ciblés. Donc, on peut faire des tests précis, voilà, quand on maîtrise le risque sur certains automates qui sont bien maîtrisés avec peu de conséquences, où on sait qu'il n'y a pas de conséquences derrière sur la production. Ou si c'est trop sensible, de passer plus sur un mode boîte blanche, donc via des relevés de configuration et être un peu plus exhaustif sans provoquer du coup derrière de conséquences. Donc, c'est une approche justement, voilà, on va privilégier quand même les échanges, et également pour les équipes, généralement c'est préférable, elles aiment bien être incluses dans la démarche. Donc c'est voilà, la démarche que je préconise. Tout à fait et sur un plan de vue, je dirais, purement, RSSI et c'est vrai que c'est important. Je pense que sur ce genre d'audit, il est important sur la partie indus, d'avoir quelqu'un qui connaisse son architecture, qui connaisse l'architecture, qui connaisse le métier. Parce qu'il est, dans un audit, quand on fait justement un appel d'offres sur un audit, il est important de définir d'où on part et jusqu'où on va arriver, quelles sont les limites. Fixer des objectifs aussi à l'équipe d'auditeurs, hein, s'il fait du pentest ou s'il fait du scan. Et comme tu l'as dit, en effet, au regard de certaines architectures qui sont parfois à plat, un Nmap ou un petit peu trop agressif peut derrière avoir des conséquences qui sont importantes. Donc ça, c'est important. Et c'est là où justement, je dirais, parfois parce qu'il y a un manque de maturité sur la partie OT, le rôle de l'auditeur est important de bien expliquer justement quels sont les tenants et aboutissants de ce qu'il va faire. Et il doit y avoir un dialogue, je dirais, en permanence, par rapport moi, pour ma part, quand je faisais ce genre d'audit, avant qu'une action soit faite, je devais en être informé et on en analysait quel pouvait être l'impact de cette manipulation et donc aussi pour moi, alors justement, tu l'as peut-être un peu rapide. Pour moi, la meilleure moi aussi, j'ai aussi besoin d'avoir confiance dans mes équipes d'audit et pour moi, le meilleur moyen de jauger justement de la maturité de ces équipes d'audit, hein, c'est un petit peu voir ce qu'ils connaissent du fameux modèle Purdue que tu as mis un petit peu, très rapidement. Donc le modèle Purdue, si tu veux, j'en parle, hein. Donc c'est un petit donc là, c'est chez moi, c'est vrai que c'est le modèle, c'est la référence, je dirais, sur un système industriel. Il est important, justement de bien comprendre ce type d'architecture, hein, qui part du niveau zéro, qui est la partie, sensor and actuator, c'est-à-dire la partie, détection, la partie capteur. Ensuite, on va aller plutôt vers la partie automate, ensuite supervision, et ensuite après, on va avoir des choses qui sont un peu plus, orientées, je dirais, optimisation, des process.
Et enfin, il va y avoir cette limite qui est la limite 3,5, qui est ce qu'on appelle la DMZ, qui est la limite entre l'IT et l'OT, qui est extrêmement importante. Et ensuite, la partie 4, qui est la partie IT. Et là aussi, ce que je dirais très rapidement, puisque je vois que le temps passe aussi, c'est que attention sur les audits, mais que l'audit, lorsqu'on demande un audit sur la partie OT, mais qu'il descende bien en dessous des, je dirais, du niveau 2 et qui ne s'arrête pas justement au PC et dire bon ben voilà, dans le PC, vous avez un problème d'UAC, vous avez les passwords sont pas renouvelés. Non, on a besoin d'aller un peu plus loin et justement de voir si on a des vulnérabilités sur des protocoles bien connus type Modbus, hein, voilà, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pour compléter justement, Jean-Eric, tes propos, merci pour la présentation du modèle Purdu. C'est globalement dans ces audits que j'évoquais, on va être souvent descendre jusqu'à le niveau 1. Le niveau 0, nous, on a pu bien le tester plutôt directement avec les constructeurs, en étant finalement sur un environnement voilà, isolé, on est sur un environnement de démo. Donc c'est là-dessus où vraiment on a pu gagner en expérience côté AdWords en tout cas. Et oui, tu voulais Ouais, rajouter quelque chose, non, Jean-Eric? non, si tu veux, on parler de celui-là qui est Oui, important. parce que celui-là, c'est intéressant de voir les différents scénarios d'attaque Mmh. qui peuvent être menés. Alors, il y a forcément le côté, enfin, tout en haut à droite, le cas classique, je pense que voilà, vous identifiez un attaquant qui est sur Internet. Donc, c'est vraiment de descendre de couche en couche, d'attaquer d'abord le réseau d'entreprise, d'accéder justement à cette partie, ce niveau en dessous, sur le pilotage de la production, les outils de MES, qui, eux, ont des accès sur la partie SCADA qui, après, les environnements SCADA peuvent avoir du coup, des accès directement, mener des requêtes vers les automates directement, les PLC, et donc qui contrôlent forcément les capteurs et actionnaires. Donc il y a tout ce scénario-là de rouge-vert. Toujours depuis Internet, c'est un des points qu'on va évoquer juste après, mais c'est tout ce qui est accès de télémaintenance. On a, voilà, on a des surprises de temps en temps quand on fait les visites, justement, en préparant les audits, on fait une visite dans les usines, les entrepôts. On se retrouve des fois avec des petits équipements 4G qui permettent aux télémainteneurs de faire leurs opérations à distance directement. On a également, alors un peu plus, mais voilà, des solutions qui contournent tous les mécanismes type TeamViewer, voilà, des choses comme ça qu'on retrouve malheureusement. Et donc, c'est voilà, via ces canaux-là qu'on pourrait directement, depuis Internet, s'introduire directement à la couche 1. Et on va dire la nouveauté un petit peu ces derniers temps, c'est alors la partie IoT qui arrive. Donc, c'est des capteurs qui sont dotés directement de connexion directement avec les environnements cloud. Donc, on parle de IoT, donc Industrial Internet of Things, où là, on saute toutes les étapes puisqu'on a finalement le cloud. Alors, je pense notamment, on a pu auditer, nous, c'est le côté AWS, pour citer, où il y a vraiment des environnements qui sont dédiés pour les IoT, qui permettent de gérer, de piloter directement depuis le cloud une usine. Donc, c'est à la fois ses avantages, mais également inconvénients. Je vous laisserai faire votre idée à ce niveau-là. Et l'autre point qui marche encore très bien, et ça va être tout ce qui passe par les intégrateurs, les fameuses clés USB, voilà, qui directement arrivent sur site et peuvent prendre le contrôle des équipes. Juste pour ajouter, effectivement, ce qu'il faut aussi bien comprendre, là-dedans, et par rapport au modèle Purdu est intéressant parce que, c'est vrai que souvent, je pense que tu as dû rencontrer ça Sébastien, quand on demande des schémas un petit peu de l'archi, de l'OT, d'une manière générale et quel que soit le système, en fait, on va avoir un schéma local qui va être propre, par exemple, à la chaîne ou qui va être propre à un système. Mais par contre, il va y avoir une zone noire qui est cette zone, je dirais cette DMZ, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que tu es connecté, pas connecté? Et moi souvent on me dit, quand je vais faire aussi des audits sur mes sites, on me dit: «Mais non, t'inquiète pas, il y a pas de souci, je suis pas connecté, à internet». Je dis: «Mais attends, les données de production, tu les remontes pas vers l'IT?» «Beh si». «Bah et donc tu es connecté, indirectement à internet» et ça, c'est le fait qu'on n'ait pas, je dirais, une cartographie générale qui soit commune à l'IT et à l'OT, ce qui fait qu'on n'a pas une vision d'ensemble de notre architecture et qui nous permet un peu de comprendre un petit peu les tenants
aboutissant et donc par rapport effectivement, comme tu l'as très bien précisé, les risques qu'on puisse avoir par rapport à l'IT, mais aussi de l'IT vers l'OT et inversement, comme tu l'as précisé, et on y reviendra tout à l'heure sur la partie intégrateur, qui sont souvent, et surtout quand on fait de la maintenance à distance, qui sont notre point fort, je dirais, au regard du maintien en condition opérationnelle, mais qui sont notre point faible, s'ils n'ont pas je dirais, d'hygiène informatique, claires et strictes. Mais on y reviendra sur ce point un peu plus tard. Messieurs, il y avait juste une petite question auquel on n'a pas encore répondu dans le chat, qui demandait que quand on évoque le dispositif 3G, 4G, est-ce qu'on parle du LAN Turtle? Alors ça, c'est dans le LAN Turtle, c'est quelque chose qu'on utilise justement dans les attaques Red Team, où c'est ces petits équipements qu'on peut brancher directement avec un réseau et qui nous permet de nous connecter à distance dessus. Donc c'est plus le LAN Turtle, c'est plus quelque chose qui est utilisé, on va dire, côté attaquant. Là, c'est les constructeurs, ils ont directement leur solution qui est interconnectée au niveau des automates. Je pense que Jean-Éric, toi aussi, tu as dû en voir passer. Mais c'est directement des solutions qui sont faites par les constructeurs. Rien à rajouter. Merci. Non, mais c'est tout mis. Sur les panneaux, justement, voilà, pour revenir un peu plus concrètement sur ce qui a été remonté dans le cadre de nos audits, j'ai distingué un petit peu en trois volets, parce que c'est là pour le coup, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour détailler vraiment l'ensemble des points. C'était vraiment pour vous dire en quelques points ce qui a toujours remonté dans nos audits. Il y a l'aspect, dire toutes les attaques qui sont plus physiques, quand quelqu'un se déplace à proximité d'un entrepôt dans une usine. Donc, ce qu'on trouve, en tout cas, alors sur les sites, là je précise bien, sur des sites non sensibles, parce que le niveau est complètement différent, donc dès qu'on parle de centrales nucléaires ou autres, je vous rassure, mais on va dire plus sur des sites classiques, des entrepôts, on trouve encore des choses classiques, même s'il y a des barbelés, on retrouve encore soit des portes qui sont ouvertes, qui ne sont pas fermées. Donc, il y a un badge, mais il y a quand même les choses classiques sur le terrain qu'on trouve, des portes ouvertes bloquées par des chaises, c'est des choses qu'on voit encore. Des digicodes, mais des digicodes qui n'ont jamais été changés. Donc, on voit tout de suite que le code, c'est un 2, 3, 4 ou un losange. Donc, ça, il n'y a même pas besoin, on le voit directement. Donc, les armoires, on va y revenir après, effectivement, qui ne sont pas verrouillées. Tout ce qui est accès vraiment la partie informatique de l'entrepôt de l'usine. Ça, c'est des choses, malheureusement, qu'on voit encore souvent, puisqu'il y a une certaine confiance, en tout cas qu'on ressent, une fois qu'on fait confiance aux personnes qui sont sur place, il n'y a pas trop de crainte. Voilà, on est quand même dans un environnement où on fait confiance, en tout cas quand on arrive sur place. Donc, c'était le point que je voulais évoquer, qui est juste en dessous, c'est sur finalement, on fait attention à la partie, comme tu l'as cité Jean-Éric, la partie sûreté, mais la partie cyber, finalement, elle est vraiment purement informatique, elle n'est pas vraiment là. C'est-à-dire que les choses qu'on voyait il y a encore 10 ans, 15 ans en bureautique, avec des gros post-it, avec le mot de passe, voilà, ça, c'est ce genre de choses que l'on voit régulièrement dans nos audits, ou pire même, j'ai évoqué tout à l'heure le digicode, mais on voit pareil sur les postes avec des vieux claviers où les touches avec le mot de passe, on voit que c'est AZERTY, les touches commencent à disparaître. Là, c'est des choses qui nous permettent rapidement de trouver un mot de passe, en tout cas, de nous connecter directement sur le poste. Donc ça, c'est une fois qu'on est sur place. Également, il ne faut pas négliger tout ce qui est réseau sans fil, puisque régulièrement, on constate qu'on peut faire nos audits directement depuis le parking à côté, avec des accès Wi-Fi, des protocoles moins sécurisés, utilisés par les équipements. Donc là aussi, il faut penser au fait qu'un attaquant peut se situer à quelques mètres de l'entrepôt et mener ses attaques tranquillement à proximité. Donc ça, c'est sur la partie physique. Sur les machines industrielles, donc ça, c'est plus des retours qu'on a eu en travaillant avec les constructeurs directement. On voit vraiment, en tout cas, alors c'est vraiment de manière positive, que je vous dis ça, qu'il y a une vraie prise de conscience de leur part pour sécuriser, de mettre en place une démarche sécurité,
d'avoir des responsables sécurité sur la partie justement du produit de manière industrielle et de ne pas être que sur la partie IT. Il y a vraiment en tout cas une vraie prise de conscience de leur côté, mais du coup, on trouve par contre des vulnérabilités pareil, assez anciennes qu'on exploitait il y a très longtemps. Par exemple, sur les IHM, donc vous êtes sur un écran en mode kiosque, on trouve encore des failles qui nous permettent de facilement sortir du mode kiosque en cliquant un petit peu sur un coin, en trouvant un menu d'aide. Donc ça, c'est des choses malheureusement qu'on trouve encore aujourd'hui. Tout ce qui est connexion physique, alors les médias mobiles, les clés USB, les interfaces Ethernet qui ne sont, voilà, qu'il n'y a pas de limitation dessus, qui sont accessibles. Donc là, forcément, quand on s'est installé dans l'usine, c'est très rapidement, pour un attaquant, de pouvoir se connecter et déployer un malware. Sur le manque de contrôle de la télémaintenance, on en a parlé tout à l'heure. J'évoquais des accès directs. On a parlé sur les accès 3G, 4G. Le TeamViewer, c'est du vécu. Des solutions qui ne sont pas du tout maîtrisées par l'IT, qui ne savaient pas comment, par l'équipe sécurité, qui ne savaient pas du tout comment se connecter à distance. Là, vraiment, on a des découvertes dans le cadre des audits qui sont menées. Et après, la gestion sur l'obsolescence, c'est tout naturel, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On est sur des équipements des fois assez anciens qui ne sont pas maintenus, puisque si on met à jour, ça ne fonctionne plus. Donc on se retrouve régulièrement avec des postes sous Windows XP, Windows 7. Et forcément, en tant qu'attaquant, c'est tout de suite une porte d'entrée pour prendre le contrôle du système. Moi, sur les... Oui, j'arrive. Non, je voulais juste rajouter, mais si je te laisse finir, pardon, je t'ai coupé. Ah non, je te laisse, j'avais fini. Tout à fait. Moi, je rajouterais quand même là-dessus, au-delà des mots de passe faibles, il y a aussi les mots de passe usine qui sont toujours présents, qu'on n'a pas changé. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, certains logiciels qui ont les mots de passe codés en dur dans le code. Et ça, c'est incroyable. Et enfin, tu as mis une belle caméra, attention au système exposé à l'extérieur, hein. Des caméras où on ne respecte pas la mise en place de serveurs Radius pour l'authentification ou de private VLAN, comme le demande l'ANSSI. Donc attention à ces points-là. Et puis, comme je l'ai dit aussi, mais c'est très régulièrement le cas dans les notices techniques. Et je peux dire que je l'ai vécu il y a encore peu de temps. La personne pense à bien faire, a mis toute la liste des comptes et pour faciliter un petit peu l'utilisation par son, je dirais, par son équipe de télémaintenance, a mis tous les mots de passe et ça, c'est pas possible. Là aussi, attention sur la télémaintenance, je pense qu'on y reviendra un petit peu dans ce à quoi il faut faire attention par la suite. On va essayer de... Parce qu'il y a quand même pas mal de points à évoquer et il ne nous reste plus que 3 minutes, ça va être très difficile. Je vais aller vite, mais tu as évoqué en tout cas sur la partie architecture, les mots de passe effectivement faibles, ça c'est vraiment un problème important et qui, justement en travaillant avec les constructeurs, on arrive à essayer de faire évoluer les choses, les systèmes non durcis et le cloisonnement. Alors la base, c'est vraiment ce cloisonnement OT-IT sur lequel c'est un premier niveau. Mais Oui. également, le deuxième niveau, c'est aussi le modèle que tu as présenté, le modèle Purdu, qui permet d'aller un peu plus loin on va y revenir, dans le cloisonnement au sein même d'un réseau OT et de limiter la propagation d'attaques. Ouais, mais attention, hein, moi j'ai un point de vigilance là-dessus, c'est sur la partie DMZ et sur la partie pare-feu OT, où je vois que parfois la programmation des pare-feux peut être trop permissive, ou alors on oublie à la fin de dire que tout ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, ce genre de choses. Et attention, moi j'attire l'attention, c'est quand même un point important, le pare-feu dans la séparation et voire la ségrégation, je dirais, des zones. Comme aussi comme on pourrait le voir sur la partie modèle Purdu. Je pense que si en outil on n'est pas capable, parce qu'on n'est pas en train de faire du bricolage, il faut se faire aider par des gens qui savent programmer, ou alors s'appuyer sur le très bon guide de Delancey, sur ce qu'il y a lieu de faire, mais on se rend compte que ça devient très difficile et que c'est un vrai métier quand même de savoir bien programmer un pare-feu. Donc là, attention, gros point de vigilance. Tout à fait. Alors très rapidement, pour essayer de finir dans les temps, en tout cas les événements redoutés, on en a parlé, mais sur les conséquences sur l'arrêt de production, en tout cas, ça c'est des choses qui très rapidement peuvent être prouvées dans le cadre de nos audits. L'altération du processus de production, donc là ça pourrait notamment
voilà, altérer. Donc, ah oui, c'était ça que je voulais vous dire, de l'attaque, par exemple, Stuxnet, que c'était le point que je voulais vous dire, puisque c'était une attaque hyper intéressante qui a marqué, de toute façon, toute la communauté OT, puisque cette attaque-là, en fait, modifiait les centrifuges, faisait des attaques directement, donc ça ciblait l'Iran et ça modifiait justement la vitesse de rotation des centrifugeuses. L'objectif, c'était de les détruire progressivement. Et en fait, l'attaque était assez intéressante, donc on altérait concrètement le processus. Et d'un point de vue IHM, ce qui était remonté aux opérateurs directement, c'était que tout allait bien. Et donc là, on était sur ce type d'événement, en tout cas, c'est qu'on altérait le processus. Et en plus, on touchait donc le point 4, c'est que sur la visibilité, en tout cas, il n'y avait rien d'anormal qui était remonté. Donc là, voilà, c'était ce point. Atteinte à la sûreté du personnel, forcément. Alors là, dans l'attaque de Stuxnet, ça aurait pu être potentiellement dramatique. Donc ça, c'est sur le point 2. Il ne faut pas oublier également que dans les usines de production, notamment, il y a des données stratégiques que certains de nos clients veulent conserver, les secrets industriels, des secrets des recettes de fabrication. On peut être aussi sur la production d'un produit, et donc on veut garder secret ce process de fabrication. Et effectivement, je reparlais de l'atteinte à la traçabilité de la production qui est très importante. On peut penser notamment, je ne sais pas s'il y a un problème avec la production de lait infantile, il y a besoin aussi à la fois cette traçabilité pour savoir que derrière, s'il y a des modifications, mais également c'est intéressant aussi pour améliorer derrière les process de fabrication. On en vient justement au point de comment s'en prémunir. Jean-Eric, est-ce que tu veux prendre la main? Est-ce que oui, alors plein de choses à dire. effectivement, là j'ai plein de choses à dire et j'ai plus de temps. Non, très sérieusement, effectivement, le premier point, et il avait été souligné, la sensibilisation, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que comme je l'ai vu dans le chat, on parle de social engineering, et souvent quand on parle à nos collaborateurs de social engineering ou ingénierie sociale, ils ne savent absolument pas ce que c'est. Donc effectivement, déjà, il y a de la sensibilisation là-dessus, d'expliquer ce qu'est l'ingénierie sociale. Ce qui est important aussi, je dirais, de sensibiliser au niveau top management, quand on est dans des réunions, hein, de bien sentir que quand on donne des informations, il y a un équilibre au niveau des informations échangées, que c'est pas que nous qui donnons des informations et pas l'inverse. Donc ça, c'est des petits, je dirais, des petits points importants. Mais dans comment s'en prémunir, pour moi, il y a quand même des choses qui sont, je dirais, avant d'aller vers des choses qui coûtent cher, il faut faire un back to the basic. Et ça, c'est important. Et dans back to the basic, déjà, quand on a un système OT, une architecture OT, il faut qu'on ait quelqu'un qui gère cette architecture OT, qui a la connaissance, qui puisse, je dirais, comment dirais-je, accompagner en cas d'audit, mais qui puisse aussi être là pour fixer le cadre d'utilisation de ces architectures OT au travers d'une PSSI, d'une politique de sécurisation des systèmes d'information. Pour ça, c'est pour les utilisateurs locaux ou du site, mais il y a aussi de bien cadrer l'utilisation des SI lorsqu'il y a un tiers, lorsqu'il y a de la maintenance. Donc là, effectivement, il y a un pass qui est fourni par le prestataire, mais c'est aussi bien d'avoir une sorte de passe, alors moi j'appelle ça un closet de sécurité local qui définit les règles d'utilisation de nos SI par un tiers. Grosso modo, je pense souvent à quand on fait venir un prestataire, il faut se poser la question, est-ce que ce prestataire, est-ce qu'il a une assurance qui sera capable de couvrir les dégâts qu'il peut mettre en place chez nous? Donc ça, c'est des choses comme ça. Et, définir que quand un prestataire va venir travailler sur notre système d'information, il nous présente 2 ingénieurs qui ont seniors, manque de peau parce que ces 2 ingénieurs seniors viennent à tomber malades, on se retrouve avec des intérimaires. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est effectivement important de mettre un cadre de travail, je dirais, pour bien gérer notre architecture. Et pour bien gérer notre architecture, il est important aussi d'avoir, on l'a vu tout à l'heure, une cartographie des flux logiques et des flux physiques. Ça, on peut pas, si on veut comprendre, et on l'a vu au travers de notre modèle Purdu, on a vu que le modèle Purdu partait de la couche 0 à la couche 5. La couche 5, 4 et 3,5, alors on s'est arrêté à 4. À 3,5, on est sur la partie IT, mais en dessous, souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des architectures qui s'arrêtent juste à la partie 3. Il n'y en a rien en dessous.
Et là, ça devient un petit peu obscur. On ne sait pas si on a des connexions, comment on a des connexions. Si on vient avoir une attaque sur la partie IT, ben, il est peut-être intéressant de savoir quel est le câble qu'il va falloir débrancher si on veut isoler l'IT de l'OT. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc c'est pour ça que la cartographie, pour moi, elle a son importance. Un point qu'on a tendance à oublier souvent, c'est l'inventaire des assets. Et dans l'inventaire des assets, il ne faut juste pas dire on a un PC, mais c'est dire quel est son numéro de série, quel est son OS. Est-ce que ce PC ou ce serveur, il a des spécificités particulières ou alors c'est un produit standard? Est-ce que ce système-là, il est sur alimentation ondulée ou pas? Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et aussi, pour moi, la dernière chose qui va être importante, enfin, les dernières choses qui vont être importantes, c'est connaître qui est la personne qu'on doit appeler en cas de problème et quel est le fournisseur qu'on doit appeler en cas de problème. Et la dernière chose qui est pour moi primordiale, c'est la criticité de ce système-là. Très rapidement aussi, et je vois que Guillaume apparaît, il va me dire il faut que tu arrêtes de parler, je le comprends. Très aussi important, c'est la gestion des droits, des comptes et des droits. Donc là-dessus, attention, effectivement, il ne faut pas avoir de password générique. Il ne faut pas avoir comment dirais-je, des comptes génériques. Ça aussi, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc là, une solution, et je tiens quand même à le souligner, avec la directive NIS 2 qui va arriver, la nouveauté par rapport à la LPM, c'est qu'on va prendre en compte le contrôle d'accès physique. Et donc, ce qui peut être intéressant maintenant quand on a un problème de mot de passe, parce qu'effectivement, sur des salles de contrôle, il est difficile d'avoir des mots de passe pour chacune des personnes. Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle met quand elle arrive son mot de passe, et quand elle part, elle laisse le mot de passe pour tout le monde. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un mot de passe qui reste le même pendant des semaines. Donc pour ça, une solution qui peut être très très intéressante, c'est d'avoir un badge identique avec le badge d'accès au site ou à la zone, et qui permet de se loguer directement à son logiciel. Et enfin, dans les solutions, et je vais arrêter parce que j'en aurai encore longtemps, mais je vois que Guillaume me regarde et j'arrêterai là-dessus. Donc là, c'est la partie effectivement média movible, hein, USB. Là aussi, il est important effectivement de désactiver les ports USB si on ne les utilise pas, de bloquer les ports Ethernet et les bloquer, désactiver si on ne les utilise pas, mettre éventuellement des bloqueurs mécaniques. Alors, c'est plus intéressant sur la partie USB que sur la partie Ethernet. Et enfin, l'utilisation des stations blanches avec un agent sur les stations sensibles qui permet ainsi de contrôler, d'être sûr qu'un média movible, avant d'avoir été mis sur notre système sensible, notre système de production, il a été passé sur une station blanche. Et la dernière chose pour moi qui est importante, c'est la partie backup. Attention au backup en ligne, pensez à avoir des backups offline. Séparation des usages aussi. On ne peut pas imaginer d'avoir une station administrateur qui fasse de l'utilisation. Mais là, c'est pareil sur la partie industrielle. On ne peut pas avoir une station de programmation qui serve aussi à conduire le site. Voilà. Je vais m'arrêter là, sinon on va trop déborder et je redonne. Justement, pour conclure, Jean-Éric, toutes ces bonnes pratiques-là, je voulais juste vous conseiller pour continuer en tout cas à développer vos compétences là-dessus. C'est les guides de l'ANSSI qui sont accessibles à tous sur la sécurité industrielle. Il y a un guide qui est très bien fait. Et pour aller vraiment plus loin, donc là, c'est pour aller dans une démarche même de certification, c'est l'IEC 62443, qui est vraiment le guide pour la partie OT et qui concerne tout le monde. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez des parties plus pour les clients finaux, mais également pour les constructeurs. Donc voilà, c'est un beau référentiel si vous souhaitez aller plus loin dans vos connaissances. Merci à tous les deux pour ce webinaire vraiment riche, complet et qui nous a vraiment permis de faire le tour en 360. Moi, je souhaitais aussi remercier toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui et aussi tous ceux qui se sont connectés depuis le début de la semaine. Si vous avez aimé ce webinaire et que vous n'avez pas eu accès aux autres, ne vous inquiétez pas, vous aurez les replays. Et toujours pour continuer à partager, vous allez recevoir très prochainement notre rapport sur l'état de la menace qui reprend tout ce qu'on a vu sur l'ensemble de ces webinaires de manière beaucoup plus détaillée. Donc, c'est un beau document, 72 pages, donc une lecture de plage, même si on n'est pas encore en été. Et puis, toujours au cours de l'année, d'autres éléments pour continuer encore à vous informer. Le premier, qui est plutôt ludique, que vous pouvez retrouver sur notre LinkedIn, c'est notre veille hebdo, un peu des grandes news de la semaine d'un point de vue cyber. Vous avez le rapport mensuel du CERT aussi, auquel vous pouvez vous abonner sur notre site, qui vous donnera sur le mois passé les grandes vulnérabilités qui ont été vues par notre CTI
ainsi qu'un certain nombre d'articles dédiés plutôt au sujet de la défense ou des nouveaux APT ou nouveaux techniques d'attaque. Et enfin, et ça j'insiste vraiment dessus, c'est les fiches méthodologiques que le CERT Advance a fait avec le CERT de la Société Générale. C'est une vingtaine de fiches réflexes parce que c'est un des points qu'on a vu dans le cadre de tous ces webinaires, hein, c'est la préparation. Et notamment parce que même quand une attaque passe, en fait, quelqu'un qui est préparé versus quelqu'un qui n'est pas préparé, on est à un rapport du simple au double ou simple au triple, hein, en termes de coûts pour revenir à la normale. Donc voilà, ces fiches, téléchargez-les, elles sont gratuites, elles sont en libre téléchargement, partagez-les autour de vous. Faites-nous des retours d'ailleurs si vous en avez. Et voilà, merci à vous deux, encore une fois, pour votre temps ce matin. Merci à tous les participants de ces webinaires. Et je vous souhaite à très bientôt et peut-être au FIC pour ceux qu'on croisera. Et je vous souhaite bon appétit surtout. Au revoir. Merci, au revoir.